Bon, je pense que quand les organisateurs de notre réunion d'aujourd'hui ont voulu faire cette réunion, ils ne savaient pas que Madame Ashton allait commencer une tournée dans le conflit. Ils ne savaient pas davantage qu'Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, se déplacerait aux États-Unis avec peu de succès, ce qui démontre donc l'importance de cette dernière table ronde, la place de l'Europe dans le conflit israélo-palestinien. Alors, deux actualités, et les interlocuteurs l'ont rappelé ce matin, deux actualités augmentent la nécessité de se poser des questions. Le premier, naturellement, les printemps arabes, ça s'est débattu dans une autre table ronde, mais aussi le fait qu'au mois de septembre prochain, comme l'a rappelé Vincent Peillon opportunément ce matin, l'ONU peut reconnaître l'État palestinien. Alors face à cela, existent évidemment des divergences connues entre les États-Unis et l'Europe, mais existent également des divergences internes aux pays européens. Alors quelle peut être l'influence de l'Europe? N'est-elle pas trop tardive? Nous avons posé des questions à donc ceux qui sont devant vous. Alors je commence par vous, Monsieur Lerner, vous êtes journaliste italien. Je rappelle que votre famille a dû fuir le Liban et c'est comme ça que vous avez débarqué à Milan. Vous avez été dans différents journaux et aussi à la télévision. Et je me rappelle pour ma part certaines de vos interventions. Denis McShane, vous êtes, député travailliste, ex-ministre de Tony Blair des Affaires européennes, et vous avez écrit en 2008 un livre sur l'antisémitisme. Elie Barnaby, historien, nous vous avons écouté déjà ce matin, vous avez consacré beaucoup d'ouvrages à l'histoire contemporaine du peuple juif, et vous êtes pour nous une sorte de lumière, je dirais. Et enfin, Jean-Marie Le Guen, député socialiste du 13e arrondissement, qui anime le groupe de réflexion, mais ça je le cite simplement au passage, du Grand Paris des citoyens, enfin ça veut dire quelque chose. Et enfin David Chemla, parce que vous m'avez dit que vous interviendrez et j'y compte bien. Voilà. Alors Monsieur Lerner, peut-être pour commencer, allez jetez-vous dans le bain. Qu'attendez-vous de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Merci et bonjour à tous. Avant tout, je dois faire appel à votre esprit de supportation parce que j'essayerai de parler en français et ce ne sera pas un beau spectacle. Et en second lieu, je n'ai pas les compétences politiques et diplomatiques de mes interlocuteurs. Mais je pense que vous racontez aussi quelque chose sur le cas italien. Ça peut être intéressant pour vous. L'Italie a une communauté juive très petite, c'est vrai. C'est vrai que le rôle international de l'Italie n'est pas paragonable au rôle des États-Unis. Mais l'expériment qu'il y a eu en Italie de relations entre la droite au gouvernement en Italie et le gouvernement d'Israël et le rôle que la communauté juive a joué en cette dynamique est très intéressant. Probablement aujourd'hui, elle est devenue un anachronisme avec la grande nouveauté du printemps arabe. Mais c'est intéressant de voir comme une droite telle que la droite italienne, avec ses problèmes historiques très évidents, a dû chercher un moment de légitimation internationale à travers le rapport privilégié avec le gouvernement israélien. Être légitimé de la part du gouvernement d'Israël était très important pour la droite italienne et le gouvernement israélien, justement, a profité aussi de ça. Mais ça peut durer. Je pense que cette question n'est pas seulement italienne, elle est européenne et elle est une grande question israélienne. Et sur ça, je veux vous raconter encore seulement une petite anecdote italienne
petit, mais qui peut faire réfléchir. Donc, vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a eu des élections administratives en Italie et la droite a perdu sa capitale, Milan, où aujourd'hui il y a une municipalité de gauche. Eh bien, le cas a voulu que, exactement en ces jours-là, était programmée une semaine de collaboration et d'amitié italo-israélienne dans la ville de Milan. Alors, il y avait beaucoup de préoccupations. L'ambassadeur d'Israël en Italie m'a téléphoné et il m'a demandé « aide-moi à parler avec le nouveau maire Pisapia, parce que je ne le connais pas, il est de gauche, qu'est-ce que ça va passer maintenant ?» On avait tout programmé avec ceux qui étaient là en précédence. Moi, j'ai créé le contact, il y a eu, évidemment, il n'y a eu aucun problème, mais vous savez pourquoi il y a eu presque rien de problème? Parce que l'ambassadeur, qui sait faire son travail, évidemment, avait déjà programmé dans le second jour de la semaine italo-israélienne, pas seulement le meeting entre les businessmen, la visite des ministres d'Israël à Milan, mais il avait déjà organisé dans un grand théâtre du centre de la ville de Milan un reading de David Grossman et Noah. Reading, ça veut dire que Noah a chanté, qu'il y a eu des lectures de tests de Grossman, exactement comme a fait si bien Agnès Joly ici chez nous. Les deux ont parlé entre eux. Il y avait 2000 Milanais enthousiastes qui ont dit « Ah, ça c'est le vrai Israël, ça c'est l'Israël que nous aimons ». Et comme ça, la semaine est passée sans de problèmes. Oui, il y a eu quelques petites manifestations de protestation, mais vraiment peu de choses. Qu'est-ce que je veux dire avec ces exemples? Avant tout, que le vent du changement de la mer Méditerranée, du Proche-Orient, du nord de l'Afrique, souffle aussi en Europe, en des formes complètement différentes, évidemment. La Grèce et l'Espagne ne sont pas la même chose, et aussi les changements en cours en Italie ne sont pas la même chose. Mais c'est évident, à moi paraît évidente, la relation entre la sensation de changement possible, qu'il n'y a plus de pouvoir inamovible dans cette area du monde, c'est une chose contagieuse qui ne regarde pas seulement le monde arabe, arrive aussi chez nous, arrive aussi en Europe. Et mon problème, notre problème, je crois, est comme les Juifs seront dans ce grand changement historique. Autant il y a 130 années, au temps de la fondation du mouvement du sionisme politique, on considérait un visionnaire Theodor Herzl lorsqu'il a dit qu'en demi-siècle, en 50 ans, il y aura un État juif. On disait qu'il est un fou. Mais ils étaient dans le vent de l'histoire. La création, les nationalismes, la création des États nationaux, ce n'était pas une folie. Et pas seulement, mais dans toute son histoire, jusqu'à aujourd'hui, le sionisme a consolidé son prestige, son autorité, parce qu'il était considéré partie d'un mouvement de liberté, de démocratie, d'illuminisme, de croissance culturelle universelle et non particulariste. Aujourd'hui, c'est encore possible, ça. Quelqu'un ce matin disait que ce n'était pas imaginable ce qui se passe maintenant dans le monde arabe. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a qui l'avait prévu. Ce n'est pas tout commencé avec Bouazizi en Tunisie. Moi, je suis né au Liban et je sais ce qui a voulu dire dans le Liban le mouvement de liberté après l'attentat à Hariri, par exemple. Mais nous savons en Iran
combien de mouvements démocratiques ont été déjà copiés par la répression, mais ce sont des réalités très diffusées de beaucoup de temps. Et surtout, pas seulement on pouvait imaginer ça, mais aujourd'hui, dans le monde, je pense que c'est déjà clair comme au centre, la figure centrale de la lutte pour la liberté, pour le progrès, pour la démocratie, est cette nouvelle figure du jeune arabe scolarisé, urbanisé, informé, sans travail, c'est vrai. Mais on ne peut pas éviter de se mettre en relation avec ce processus qui a commencé. Ça peut être long. Je crains que beaucoup de sang va être encore versé, beaucoup de victimes innocentes il y aura, mais c'est une tendance historique qu'on peut renvoyer, que ça peut durer des années ou être accéléré. Ça dépend beaucoup de ce que l'Union européenne aussi fera, le rôle qu'elle ira jouer dans ça. Mais la question que l'Europe et Israël doivent se poser est comment ils rentrent en relation avec cette nouvelle figure centrale dans la lutte pour le progrès et pour la liberté dans le monde. Et 10 ans après l'11 septembre 2001, l'idée que de l'intérieur du monde arabe puisse venir seulement de l'intégralisme, de l'obscurantisme est démentie. L'idée que le conflit de civilité est inévitable est supérée. La nouvelle génération, ce matin, ils ont... ce matin, l'a dit bien Bernard Guetta, la nouvelle génération des jeunes arabes qui aujourd'hui considèrent que ça vaut la peine aussi de risquer sa propre vie pour lutter pour la liberté. Elle n'a pas étudié, elle n'est pas la génération d'Al-Qaïda, elle n'est pas la génération des frères musulmans, ils sont arrivés après ça. Ils n'ont même pas la psychose de la guerre des 6 jours comme un imprinting culturel dans leur action. Ils n'ont pas l'obsession d'Israël au centre des incubes de cette génération. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'Europe, et je retourne aussi à l'expérience de la droite italienne avec laquelle je me confronte, l'Italie a vécu cette phase comme une disgrâce, comme si la même forme géographique magnifique de l'Italie, l'être un pays avec des milliers de kilomètres de côte sur la mer, l'avoir eu lien millénaire avec le Levant, avec le Proche-Orient, avec l'Afrique, ce qui a donné la richesse à l'Italie, ce qui lui a donné son rôle culturel et commercial, sa suprématie, sa renaissance. Maintenant, ce soit simplement une disgrâce. Ce serait mieux couper à moitié l'Italie et se renserrer dans le nord de l'Europe si c'était possible. Parce que ce qui arrive, c'est seulement une menace, c'est seulement un danger, c'est seulement une horde humaine, une invasion. Vous savez tout ça. Mais l'Europe... 2 minutes. Alors je serai très, très rapide. Hein? Oui, sera-t-elle encore capable d'imaginer, au contraire, comme une grande opportunité aussi économique, aussi de développement, ce scénario différent? Moi, je pense que ça, c'est le problème qu'aussi Israël vit aujourd'hui. Israël ne peut pas continuer à se complaisir du fait d'être l'unique démocratie du Proche-Orient et en même temps soutenir les dictateurs
qui opprime le peuple confinant avec lui. C'est une contradiction qui c'est plus possible de proséguer. C'est pour ça que la vraie question que je pense nous avons aujourd'hui, c'est comprendre si Israël, le gouvernement d'Israël actuel, sera un degré de conditionner encore les États-Unis et la politique d'Obama, portant à une catastrophe politique internationale, parce que si Obama reste lié au choix de Netanyahou, c'est une catastrophe pour la politique, pour tout l'investissement qu'il a fait sur ce printemps arabe, ou si au contraire Obama changera la politique du gouvernement israélien. Ça, c'est la question, il n'y a pas une réponse sûre. L'unique réponse sûre, c'est, si je n'ai pas le temps d'y rentrer, que nous avons besoin, nous aussi, ici dedans, je parle de mes cheveux blancs, et évidemment la classe dirigeante israélienne, aussi nous d'une nouvelle génération. Ça, un saut de génération est inévitable parce que le temps historique est vraiment changé. Je m'excuse.